Cosa, agence de communication et e-commerce. Parler des cartels mexicains, du trafic de drogue, du grand banditisme, des mercenaires, c'est pas le contenu qui vont plus plaire aux annonceurs. Donc je crois qu'on est là aujourd'hui à 5 centimes pour 1000 vues. Bienvenue sur Mediarama, le podcast qui explore les médias sous toutes leurs coutures. Nouvelles tendances, nouveaux formats, nouveaux modèles économiques, l'impact de la tech et de l'intelligence artificielle sur notre écosystème. Mediarama est un podcast produit par Cosa, cabinet de conseil et agence créative, au service notamment des médias. On accompagne nos clients de la stratégie au produit. Conseils, recherche de financement, design, développement, acquisition d'audience, on peut vous aider. Alors, envie de dire bonjour ou besoin d'un conseil, contactez-moi en m'ajoutant notamment sur LinkedIn. Vous cherchez François Desfossés et je vous réponds rapidement. Allez, c'est parti et bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Esther, une journaliste réalisatrice qui vient de lancer un nouveau média, Pressroom. Esther, merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour. Merci beaucoup, je suis ravie d'être avec vous. Mais écoute, de même, ça fait toujours plaisir de voir donner la parole à des médias qui se lancent parce qu'il y en a quand même pas beaucoup et malheureusement souvent il y a plus des médias qui disparaissent ou qui sont revendus, etc. Donc j'essaie toujours de mettre en avant aussi des lancements et puis un média un peu original, c'est une chaîne YouTube, oui. Un média pur digital, donc on va creuser un petit peu tout ça. Alors qu'est-ce que c'est Pressroom quand même, je vais te laisser en parler, mais je le donne quand même un peu le pitch. C'est un nouveau média digital qui dévoile les coulisses des enquêtes. Je le disais, tu es réalisatrice, c'est quelque chose que tu connais bien. Est-ce que avant d'en parler, tu pourrais nous résumer ton parcours et ce qui t'a mené jusqu'à la création de ce média? Alors moi, je suis journaliste depuis un peu plus de 20 ans. Ouais. J'ai beaucoup travaillé pour toutes les émissions d'enquête de la télé, Envoyé spécial, Capital, Zone interdite, Enquête exclusive, etc. J'ai beaucoup bossé sur les États-Unis et à l'international. Et en fait, je me suis rendu compte que mon entourage, en tout cas les gens que je côtoyais qui n'étaient pas dans le milieu, ne connaissaient pas du tout mon métier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le grand public, quand vous leur parlez d'un journaliste, ils ne vont connaître que les gens qui vont voir sur les plateaux de télévision, que ce soit BFM, CNews, etc. Ils ne savent pas, ou pas trop, que derrière l'information, il y a des gens qui enquêtent, qui ont des méthodes d'enquête, qui vont sur le terrain, qui recueillent le témoignage des gens, et que finalement, ce sont eux qui vont ramener l'information à ces journalistes de plateau qu'ils verront plus tard. Et en fait, il nous arrive des trucs de fous. Tout le temps. Ouais. Oui, parce qu'on est sur le terrain, donc pour toutes les raisons, il peut y avoir plein de choses. Et il peut y avoir plein de choses. Il nous arrive des choses de fous, des rencontres, des galères, etc. Et donc, c'était quelque chose qui me trottait dans la tête depuis plusieurs années. Je me disais, c'est vraiment dommage quand il m'arrivait des choses que ça se soit pas dans le reportage final, parce que le reportage final n'a rien à voir évidemment avec mon vécu. Fabrique, ouais, en elle-même, avec la fabrique. Et un jour, j'en parlais avec mon beau-fils qui a 22 ans et avec qui je vis et qui me dit je revenais de tournage de Namibie, je crois. Et il me dit non mais c'est dingue et tout ce qui t'arrive, tu devrais faire une interview sur Legend. Je dis non mais attends, je vais pas tenir 1h30. Oui, il m'arrive des trucs mais je connais effectivement pas mal de journalistes à qui il est vraiment arrivé des choses incroyables. Et c'est comme ça que l'idée est venue. Ouais. Et c'était en février dernier que l'idée est sortie. Donc, tu vois, ça a été rapide. Ouais, c'est récent. J'y suis allée bille en tête. J'ai écrit le projet. J'ai contacté parce que là, on a en gros pas de financement. C'est-à-dire que j'ai pris dans mes petites économies. J'ai appelé mes potes, cadreurs, monteurs, etc. Je leur ai dit, qu'est-ce que vous en pensez? Ils ont tous été à bloc. Ah ouais, super.
super Ça idée. raconte un peu leur quotidien aussi, donc c'est un peu sympa, j'imagine qu'ils sont impliqués. Et donc, on a monté ça avec 3 francs 6 sous, mais voilà, j'ai vraiment des retours, effectivement, ça se voit pas du tout parce que la chaîne est vraiment belle, le décor, etc. Et voilà, et c'est parti. Et aujourd'hui, on a 750 000 vues sur YouTube en 5 vidéos. En 5 vidéos, voilà. Donc le contexte carton. est posé. Ouais. On va creuser un petit peu tout ça. Est-ce que au point de départ, ce que tu veux montrer, c'est vraiment ce qui manque un petit peu, enfin en tout cas quand on parle des enquêtes, il y a un manque que tu observes dans la manière dont on parle de ces enquêtes journalistiques. Oui, bah parce qu'en fait, quand on va sortir une information vraiment importante, vous allez avoir toujours des gens qui disent mais non, mais c'est pas vrai, oui non mais il est partisan, etc., etc. Et l'idée c'était de montrer que déjà qui sont les journalistes de terrain. Donc la plupart du temps c'est des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font, qui défendent des valeurs. Ils sont passionnés parce que journalistes de terrain en investigation, ça paye pas. Hein. Je sais pas, on a un peu ce truc de cliché du baroudeur qui vend cher peut-être ses scoops, qui fait un travail de fond. Non, pas du tout. Non, on n'est pas du tout payé. Et puis plus le temps passe et moins on l'est parce que la télé effectivement est un média qui est en train de mourir petit à petit. Moi, pour vous donner une idée, là je viens de finir un Zone Interdite. Pour M6, donc 90 minutes. C'est que tu as réalisé là pour que j'ai réalisé, enquêté, réalisé, monté, etc. Donc c'est 14 mois de travail. J'ai été payé 28 000 € net. Donc vous divisez 28 000 € par 14, c'est vite fait, c'est un 2 000 €, c'est ça vous fait un peu plus du SMIC. Ouais. Voilà. Donc voilà, je voulais montrer donc qui étaient ces journalistes et surtout qu'en fait une enquête, quand on sort une info, c'est pas au doigt mouillé, quoi. Ouais. C'est voilà, on a des méthodes, on vérifie, on protège les sources, etc., etc. Donc c'était ça aussi l'idée. C'était aussi une manière quelque part de lutter contre la désinformation et contre la défiance énorme et globale qu'il y a envers les journalistes. Ouais, qu'on a beaucoup traité ici, et je pense qu'effectivement souvent, j'ai dit, c'est un peu de transparence dans la manière de fabriquer. Bah ça, justement, ça redonne un petit peu de crédibilité, quoi. Essayer de comprendre un peu comment on a fabriqué, le fait qu'on soit pas partisan, qu'on se prenne des murs aussi parfois. Ouais. C'est un peu tout ça que tu veux, le message central que tu veux porter avec Pressroom. Voilà, c'est ça. T'entends des choses, justement, on parlait d'idées reçues sur le fait d'être bien payé. Il y a des choses que t'entends le plus souvent qui t'agacent sur le métier du journaliste. Ah oui, il y a plein de choses. Alors, pour vous donner une idée, moi, quand j'ai commencé il y a 22 ans environ, quand on appelait quelqu'un pour faire un reportage pour qu'il soit filmé, ah ouais, super. Même les gens, limite, se battaient pour passer. Ouais. Aujourd'hui, c'est ah ouais mais bon vous allez déformer nos propos en montage, ah ouais mais bon est-ce que je pourrais visionner le reportage avant. En fait vraiment il y a une méfiance qui est énorme. J'étais tombée sur une stat, je crois que alors on est peut-être 2e ou 3e, mais à l'époque on était le 2e métier le plus détesté de France après les huissiers de justice. Donc c'est quand même chaud, quoi. Ouais. Donc et ça, si vous voulez, ça fait vraiment mal quand on est un journaliste qui fait bien son métier, qui croit en des choses, qui en plus fait des sacrifices parce que comme je vous dis, voilà, on n'est pas bien payé. D'entendre ça, et ben au bout d'un moment, j'en ai eu marre, quoi. Donc je me suis dit, il faut rétablir la vérité. Alors je dis pas qu'il y a pas des journalistes qui font n'importe quoi. C'est comme dans tous les métiers, vous avez les bons, vous avez les mauvais, vous avez les gens qui font ça avec le cœur, il y en a qui font ça pour Lifetime, etc. Mais moi, évidemment, avec plus de 20 ans de carrière, je connais les journalistes qui font ça comme il faut, quoi. Les vrais. Voilà, et ceux qui peuvent donc un peu venir raconter, et puis surtout donc redorer entre guillemets le blason de cette profession, et notamment donc des journalistes qui enquête. L'idée, c'est vraiment, c'est pas tant sur le métier de journaliste, c'est vraiment sur les enquêtes, on l'a dit, l'investigation, etc., les méthodes. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu construis un épisode, justement, un peu ces choix éditoriaux et narratifs? Donc, je l'ai dit, c'est des interviews sur YouTube. Le concept qui est très différent, enfin, qui est un petit peu différent, à mon avis, des autres chaînes, c'est que on met des extraits du reportage dont le journaliste parle pour illustrer ses propos. Si par exemple, je lui dis, mais comment t'as fait pour tourner cette séquence, je sais pas, au milieu des bombes, et t'as ce témoignage incroyable. Tu la diffuses. Je diffuse une petite partie, ce qui est problématique, mais ça on va y venir, je crois plus tard. Mais si vous voulez, du coup, ça donne quand même
il y a de l'image, c'est visuel, et puis ça donne un rythme différent à une interview classique, si vous voulez. Ouais, carrément. Et ça fait vraiment la valeur ajoutée, à mon avis, de la chaîne. Et tout ça, donc, sans expérience site, quand même, t'as réalisé, etc. Mais moi, ce j'ai côté monté, un peu, t'es passé face caméra. Ah oui, ça, c'est chaud. Donc ça, c'est quand même le gros changement, face caméra, tenir un entretien, etc. Alors, les interviews, visuelle, ça, j'en ai fait toute ma vie, donc, Mais le face cam? Mais le face cam, ça a été très dur pour moi. Parce que évidemment moi j'ai passé ma carrière derrière la caméra, donc on pourrait se dire c'est bon, elle sait ce qu'il faut faire. Oui, sur le papier je sais ce qu'il faut faire, mais voilà, et puis se voir à l'image, comme je pense la plupart des gens, on n'aime pas trop se voir à l'image, on n'aime pas cette ride là bien sûr. La réalité. Donc au début j'étais pas très à l'aise, et puis au fur et à mesure que je fais les interviews, ça va de mieux en mieux. Et en plus il s'avère qu'au début, comme la chaîne n'existait pas, j'ai d'abord contacté les journalistes que je connaissais. Ça a un côté un peu rassurant de faire avec quelqu'un qu'on connaît. Voilà. Non, donc, c'est sûr. Donc ça, oui, non, franchement, pour moi, ça a été, je crois, le plus gros enjeu de passer devant. Et pourquoi justement ce format de conversation intime versus faire un documentaire? Parce que j'imagine que ce que tu savais faire et ça marcherait aussi de raconter ça sous forme de documentaire. Alors, c'est une idée pour la deuxième saison. Alors, on garderait toujours effectivement ces interviews, mais l'idée, ce serait peut-être de créer des contenus où là, je vais vraiment sur le terrain avec eux. Donc, des contenus filmés, ce que je sais faire. Tu pourrais aller sur le terrain avec eux? Ouais, par exemple, ça peut être là, le dernier épisode, c'est Jérôme Pierrat, donc qui est lui, le grand spécialiste du grand banditisme, l'accompagner le jour où il va faire l'interview d'un gros dealer, de voir de l'avoir avant, pendant, après, comment lui il gère ça, comment il a préparé tout, d'avoir les coulisses, les backstage, mais là filmé. Donc ça, effectivement, mais ça demande une autre production, une autre regard en termes de temporalité, etc. Exactement. Ça demande des accords avec les chaînes. Ça demande des accords avec les productions. Donc ça, c'est un projet qui, je pense, va naître, mais voilà, on y va tout doucement. C'est les idées. Ouais, bien sûr. Encore une fois, ça vient de se lancer. Press Room, c'était en septembre, j'ai pas donné la date. Le 20 septembre, le premier épisode, le 20 septembre. Et comment tu trouves dans ce média l'équilibre entre pédagogie, donc tu mettais en avant en disant il y a des méthodes, essayer de comprendre les méthodes, l'émotion et tension. Je vois par exemple les invités, les vignettes, on est quand même dans les codes de YouTube avec des petites catchlines un peu punchy, etc., des choses qui donnent envie. Donc là clairement ça joue sur les émotions. Comment tu places le curseur entre tout ça dans ta ligne édito rêvée ou idéale? Alors, moi, je prépare toujours les interviews en amont. Donc déjà, ce que je fais, c'est que je vais regarder le documentaire dont le journaliste va parler. Je vais bien prendre tous les passages qui me paraissent intéressants. Ensuite, j'appelle le journaliste. Je lui demande, alors, qu'est-ce qui t'est arrivé? Est-ce qu'il y a des choses, etc. Donc ça, c'est la préparation. Après, je prépare toutes mes petites questions parce que... Et ensuite, une fois que j'ai les questions sur papier, j'y vais un peu au feeling, on va dire. Sachant que je sais qu'il y a quelques points qu'il faut que j'aborde, mais je me laisse aussi porter par l'invité. C'est-à-dire que s'il va me parler de quelque chose dont il n'avait pas parlé avant, ou je vais rebondir. Après, c'est un peu moi, comment dire, c'est quelque chose que je fais depuis tellement d'années, les interviews, que je le fais naturellement. Et moi, de ma personnalité, je suis assez proche des gens de base. J'aime les gens. Je crois que c'est une des qualités qu'il faut avoir pour faire ce métier. Il faut aimer les gens. J'aime les gens, ils m'intéressent. J'adore qu'ils me racontent leur vie. Donc, je me suis pas dit avant de commencer, tiens, il faut que mon interview elle ait tel ton. D'accord. J'y suis vraiment allée c'est en fonction de ce qu'ils ont à raconter. Donc, il pourrait y avoir des épisodes qui seraient plus sur la pédagogie, raconter la méthode, d'autres plus sur l'émotion, etc. Oui, ça dépend. Ou les deux. Tu te fixes pas Non. Ça dépend aussi vraiment de la séquence qu'il y a dans le documentaire. Par exemple, Romain sur les cartels mexicains, il y a une séquence où il interviewe un très très gros baron de la drogue et là effectivement c'est plus comment t'as préparé, comment tu l'as approché, comment tu l'as convaincu de se laisser filmer, comment ça s'est passé quand t'es arrivé, est-ce qu'ils t'ont fouillé, est-ce que voilà, donc ça dépend aussi de la séquence et du thème. Mais il y a une chose qu'il y a toujours dans les interviews, c'est le côté personnel.
pourquoi tu fais ça, qu'est-ce qui t'anime. Ça c'est important parce que justement, c'est ça qui va aider finalement à humaniser les journalistes. Ouais. Nous, quand on parle des journalistes, on dit les médias. Il n'y a pas les médias sur un documentaire. Large, ouais. C'est une personne qui a pris son téléphone, qui a pris des avions, qui a pris des risques pour raconter une histoire. Donc derrière les médias, les gros médias, c'est pas nous. Ouais, nous, donc, on est des petits ouvriers des fabricants, des artisans de l'information. Exactement. Et c'est ça qu'il faut raconter. Et c'est vraiment effectivement le truc un peu personnel de raconter pour chacun des invités. Ça te permet d'avoir un peu aussi un cadre, effectivement, même si chaque vidéo est un peu différente les unes des autres, parce que à chaque fois, c'est des parcours et des documentaires vraiment très différents. Tu peux peut-être d'ailleurs raconter les premiers invités. T'en as cité quelques-uns. Ouais. Donc, j'ai cru comprendre que les premiers invités, c'était des gens que tu connaissais personnellement. Oui. Alors, personnellement, oui et non. En fait, c'est un petit milieu, le milieu des journalistes, des grands reporters et des journalistes d'investigation. Donc, depuis 22 ans que je navigue dedans, effectivement, on se connaît. Je sais que, par exemple, Alexandra Jousset, le premier épisode, je l'avais jamais rencontrée. Mais je savais qu'elle avait fait un scoop mondial sur Wagner, les mercenaires de Vladimir Poutine. Ouais. Et donc, elle, je l'ai appelée. Elle te connaissait. Elle avait déjà entendu mon nom. Voilà, donc, et puis surtout, ce à quoi je m'attendais pas et qui m'a vraiment étonnée, c'est qu'ils ont tous dit oui. C'est-à-dire qu'ils sont tous, effectivement. Ils ont tous envie de raconter ça parce que c'est comme si, parce qu'il leur arrive souvent des choses qui sont quand même assez traumatisantes. Quand Alexandra s'est retrouvée avec des micros dans sa chambre, elle a été menacée de mort, elle a dû être exfiltrée de Centrafrique par l'armée française parce que Wagner voulait la tuer. Donc ça, c'est des choses qu'ils racontent jamais. Ouais. Et quelque part, je sens que ça leur fait du bien. De raconter ça. Donc c'est absolument pas, évidemment je connais la réponse, mais c'est absolument pas l'envie de se mettre en avant ou quoi que ce soit, mais il y a un côté un peu raconté, je vais pas dire psychanalyse, mais en presque. tout cas... Alors je sais pas si c'est... Oui, c'est marrant parce que dans une des prochaines interviews qui va être diffusée de Kamal Redouani, donc Kamal Redouani c'est un spécialiste du djihadisme, et donc lui il a été d'ailleurs kidnappé par Al-Qaïda, il a interviewé, il a fait un gros documentaire sur Daesh où il va sur le terrain, Libye, Syrie, etc. Et au début, je dis on est super content de te rencontrer. Et il dit que tu sois venu. Et il nous dit oui, moi aussi. Il me dit bon, en fait, je sais pas parce qu'il va falloir que j'ouvre des tiroirs que j'aime pas ouvrir. Et je sais que tu vas me poser des questions là-dessus parce que j'ai bien compris que aussi toi, ce qui t'intéressait, c'était notre vécu. Et à la fin, il finit presque en larmes. Ouais. Et donc c'est pas du tout psy, d'ailleurs je suis pas psy. Non, mais on sent que ça les décharge aussi de raconter voilà ce qu'ils ont vécu, les traumas qu'ils ont tous, en tout cas les journalistes de guerre, ou même Alexandra Jousset, c'est pas une journaliste de guerre, mais elle a côtoyé Wagner, des mercenaires. Et là les menaces sont réelles, les risques sont réels, etc. Au Mexique pareil, les barons de la drogue. Les narcotrafiquants, c'est pas des rigolos. Les narcos, c'est pas des rigolos. On se retrouve avec, ils se retrouvent avec des femmes qui vont essayer de retrouver les corps de leurs enfants qui se sont fait tuer. Enfin, c'est psychologiquement, c'est chaud. Et d'ailleurs, je leur pose toujours la question. Je leur dis, est-ce que t'as un soutien psychologique? Et ils me disent tous, non. Il y en a aucun qui me dit, oui, alors, est-ce il y en a qu'un qui me dit oui, retour de tournage, j'ai été obligé de consulter ou de non, ils y vont. Ouais, c'est marrant parce que tu penses que c'est de plus en plus commun, enfin en tout cas conseillé de se faire suivre, etc. Et vu ce qu'ils vivent, j'imagine les syndromes post-traumatiques, ça doit être quand même important, quoi. Non. Bon, écoute, déjà ils en parlent à ton micro, c'est une manière quelque part d'en parler, de formaliser, et puis peut-être pour leur famille de comprendre. Alors des fois ils me disent oh là là, ça j'en ai pas parlé à ma famille. Oui, parce qu'ils sont mariés, ils ont des enfants, ils ont des pères, des mères. Ils veulent pas les choquer, ils veulent pas faire peur non plus, j'imagine. Voilà, donc mais oui, ils étaient tous hyper partants et on sent d'ailleurs, ça sent, j'ai l'impression dans les interviews ils ont de l'énergie, ils sont contents, ils sont ravis de faire ça. Il y en a un qui t'a plus marqué que les autres Kamal. Ouais. Kamal Redouani, ouais. Lui, il m'a marqué parce que, à la base, c'est pas un reporter de guerre. Et finalement, comme il me dit, c'est la guerre qui est venue à lui, c'est-à-dire à la suite des révolutions arabes en 2011. Tout le monde était très content des révolutions arabes, mais lui, il travaillait déjà sur le sujet. Il a vu que petit à petit, ces révolutions étaient infiltrées par les djihadistes.
Donc, nature a horreur du vide, quoi. Donc l'histoire lui a malheureusement donné raison. Et lui, il m'a beaucoup touchée parce que déjà, il s'est retrouvé dans des situations très très compliquées, hein, quand même, enlevé par Al-Qaïda, c'est pas des drôles. Et puis il finit l'interview en racontant que il y a des visages qui l'ont marqué, et notamment celui d'une petite fille de 8 ans. À un moment donné, il raconte qu'avec sa voiture, ils sont tombés. Leur voiture est tombée dans le Frat, la rivière, dans le fleuve, et qu'il y avait une petite fille, donc c'est au milieu de la guerre, hein, qui est venue les aider en leur proposant gratuitement du café qu'elle vendait dans un thermos. Petite fille orpheline, hein, qui était seule, et que ce visage le hante. Parce qu'il a dû repartir, lui, dans son confort à Paris, il essaye de la rechercher depuis des années. Ah, un fantôme, quoi. Il cherche un fantôme. Et parce qu'il se dit, que faisait cette petite fille de 8 ans seule au milieu de la guerre ? Et voilà, et ça m'a vraiment touchée. Là, j'en ai la gorge serrée parce que l'interview va être diffusée le 11 janvier. Et donc voilà. Donc ça, cette interview m'a spécialement touchée. Je l'ai pas dit en préambule parce que c'est de toi dont je voulais parler, mais il y a un parrainage d'Harry Roselmack sur Press Room. Mm-hmm. Comment est-ce que la rencontre elle s'est faite et pourquoi lui et pourquoi ce parrainage ? Alors, avec Harry, on s'est rencontrés il y a 20 ans quand il commençait donc le JT. On était dans une boîte de prod qui s'appelle Éléphant et compagnie. Moi, je travaillais sur une autre émission et puis on s'est tout de suite bien entendu. Et en fait, je me suis dit que c'était bien d'avoir un parrain déjà pour lancer la chaîne. Donc au début, lui, il a fait pas mal de radio, de plateaux, etc. pour parler de Press Room. Dès que je l'ai appelé, il a dit oui. À la première minute, il m'a dit c'est une super idée, on en a besoin. Et pourquoi lui ? Parce que déjà il est hyper sympathique. Il a l'air en tout cas. Parce que son émission 7 à 8, c'est une vraie émission de grand reportage. Donc ça correspond finalement à l'ADN de la chaîne, qui a d'ailleurs des journalistes qui travaillent pour 7 à 8, hein, qui ont travaillé pour 7 à 8. Qui pourraient ou qui vont passer. Qui vont passer ou qui ont passé. Romain, alors, c'est pas un reportage de 7 à 8 dont on parle, mais si d'ailleurs il y a un reportage de 7 à 8, mais il a bossé pour 7 à 8. Et que pour moi, c'est un journaliste qui est droit. Justement, Harry, c'est pas un journaliste qui est dans la fame, qui va faire les unes. Juste le côté présentateur et showman. Voilà, pas du tout. Alors en plus, il s'avère que lui aussi, pendant quelques années, il a été sur le terrain. Donc on en parle d'ailleurs dans l'interview. Donc voilà, pourquoi Harry. Ok, très clair. On parlait un petit peu, je voulais reparler peut-être ton regard sur le journalisme. Quel principal malentendu entre le public et les journalistes aujourd'hui ? En fait, on parlait un peu tout à l'heure un peu du manque de confiance, mais on a aussi, tu vois, le sentiment un peu que les journalistes, ils font partie du système, où ils sont à gauche. On dit à Radio France, c'est radio de gauche, etc. C'est quoi, tu penses, principal malentendu entre le public et les journalistes ? C'est un manque de communication, de transparence et un manque d'engagement ? Là, justement, tu parlais des journalistes de plateau. Tu me parles de France Inter, on pourrait prendre BFM TV, on pourrait prendre CNews. Ce sont des journalistes de plateau, voire des éditorialistes. Ouais, ce qui est encore une autre case quelque part. Et souvent, ils sont éditorialistes. Nous, on n'est pas éditorialistes. Nous, notre première règle, c'est de rester neutre. C'est la première règle d'un journaliste. Et même si parfois, forcément, on a des avis personnels, même si parfois ça va contre nos avis, c'est justement vers là qu'il faut aller. Et donc, je pense que le plus gros malentendu, c'est ça. C'est-à-dire que nous, les journalistes qui vraiment rapportons concrètement l'information, on ne nous connaît pas. Vous demandez à n'importe qui dans la rue, citez-moi un journaliste, ils vont vous citer les journalistes de plateau, Pascal Praud, les Léa Salamé. Oui, les Hugo Clément, les Salamé Saké. Demandez-leur, citez-moi un seul journaliste de terrain ou un grand reporter. Ils en connaissent aucun. Et c'est ça, je pense, le plus gros malentendu. Ouais. En fait. De pas savoir ce qui s'est passé avant Qui fait l'information. Ouais, qui fait l'information. Eux, en fait, ils ne font que la relayer. Ouais. Les journalistes de plateau, les éditorialistes. Et ils la mettent à la sauce qui peuvent les arranger pour les éditorialistes. Donc, le gros malentendu est là. Et je pense que ça vient de là, ouais. Mais c'est vrai qu'on fait pas grand-chose.
donc Pressroom va peut-être justement aider à faire ce travail, mais à expliquer à tout le monde, hein, j'allais dire les jeunes, mais même les adultes, vraiment comment est fabriquée l'information. On le sait pas trop. Alors nous, on en parle sur Mediarama, donc on peut avoir l'impression, comme on est dans cet écosystème, que c'est le cas. Mais quand je parle parfois à des amis, etc., c'est vrai qu'on ne sait absolument pas. Donc il y a beaucoup de défiance. On se dire, c'est la voix du gouvernement ou etc. On a du mal à bien savoir. Alors et après, on fait pas grand-chose. Après, il y en a des éditorialistes. Je veux pas avoir l'impression de taper ce journaliste de plateau. Il y a des gens qui font très bien leur boulot. Mais c'est vrai qu'en plus, aujourd'hui, ce qui marche, c'est la polémique. Aujourd'hui, ce qui va faire des vues ou du clic. Donc, ils vont vraiment aller chacun polariser en fait les choses. Et c'est un double danger. C'est le premier danger, donc justement sur cette méfiance, cette défiance des journalistes. Et l'autre danger, alors je vais pas utiliser des grands mots, pas des gros mots, regardez le lapsus, des grands mots, je pense que c'est un danger pour la démocratie. Parce qu'aujourd'hui, qui sont les gens qui vont révéler des scandales d'État, des scandales financiers, des scandales sanitaires, économiques, écologiques? Ce sont les journalistes de terrain. Et s'il y a cette défiance, s'il y a ce flou entre journalistes de plateau, journalistes de terrain, éditorialistes, c'est un danger pour la démocratie. Parce que si on va révéler un scandale, on va se dire mais non, en fait, il dit ça parce qu'il bosse pour derrière, il est de gauche ou de droite ou qu'il a des intérêts pour ça ou ça. Et à un moment donné, il y aura plus d'informations fiables et il y aura plus de révélations de scandales ou de choses comme ça, et c'est qui tiendront la route. Qui tiendront la route, ce serait dramatique. On va changer complètement de sujet. Je l'ai dit, Pressroom s'est lancé sur YouTube comme base de lancement. Alors après, on est aussi sur les autres réseaux, on met des réels sur les autres réseaux pour communiquer justement sur la chaîne. Mais pourquoi YouTube? Parce que c'était le plus évident. Pardon, mais ça pourrait aussi très bien être diffusé en broadcast, ces interviews-là. À la télé, tu veux dire? Ouais, à la télé. Alors, pourquoi pas, hein. L'idée, de toute façon, c'est de garder la chaîne YouTube toujours. Après, pourquoi pas diffuser en télévision si ça les intéresse. L'idée, c'est de toucher le maximum de monde. Parce que, j'y reviens, l'idée, c'est vraiment d'essayer de faire prendre conscience au grand public de ce qu'est vraiment le journalisme. YouTube, parce que c'est plus simple. Hein. Et puis c'est là où sont les audiences en masse sur de la vidéo, quoi. Voilà, exactement. Et puis parce que j'avais besoin de personne pour monter une chaîne YouTube. J'avais pas besoin de prendre rendez-vous avec TF1 et c'est de vendre le truc avant, etc. Il y a ce côté un peu DIY. Donc voilà, et puis de voir aussi si ça prenait. Donc là, ça prend super bien. Hein, tu l'as raconté, mais effectivement, les audiences sont vraiment très très belles. On parle de plusieurs centaines de milliers de vues par vidéo, et avec ce côté qui va crescendo. Hein, la dernière vidéo, celle qui a été la plus on est à quasi 200 000. Regardez, quasi 200 000. Pour une 5e vidéo, pour une chaîne YouTube, c'est extraordinaire. Hein. J'aurais même pas pu imaginer ça, quoi. Donc, on est super content. Et qu'est-ce que ça donne en monétisation? Pas grand-chose. En fait, YouTube, la monétisation pour ce genre de contenu est faible. Parce que parler des cartels mexicains, du trafic de drogue, du grand banditisme, des mercenaires, c'est pas le contenu qui vont plus plaire aux annonceurs. Donc je crois qu'on est là aujourd'hui à 5 centimes pour 1000 vues. Donc autant te dire que c'est pas grand-chose. L'idée, c'est d'essayer de trouver des partenaires aujourd'hui. Mais parce qu'on est justement un contenu journalistique, je veux pas m'associer à n'importe qui, n'importe quoi. Donc des partenaires, des sponsors, c'est toujours le problème, effectivement, que cette matière éditoriale, elle est toujours, ça peut être des sujets un peu anxiogènes, etc. C'est pas le genre de choses qui se monétisent, qu'on sponsorise facilement, quoi. Voilà. Moi, j'imagine que c'est quelque chose dont tu as conscience. J'en ai conscience. Alors, c'est vrai qu'au début, comme je vous dis, j'ai commencé, comme je te disais, l'idée a commencé à germer en février, donc ça a été très vite. Je me suis pas posé cette question tout de suite. Parce que je pense que si on commence. Le projet était plus important que c'était pas un projet économique que tu lançais, quoi. Bon, alors évidemment, il faut qu'à un moment donné, moi, je puisse en vivre. J'aimerais.
Mais il y a plusieurs choses. Après, peut-être que si je peux trouver des financements grâce à des organismes qui veulent défendre la liberté de la presse, peut-être que je peux trouver même des partenariats avec l'éducation nationale. Oui, il y a le Clémy. Exactement. Donc tout ça, c'est en cours. Alors c'est vrai que là, je suis complètement débordée parce qu'il faut sortir les épisodes. Et c'est vrai que c'est pas la partie qui m'intéresse le plus en termes de travail. Ouais. Moi, je suis journaliste, donc aller chercher des sous, il faut que je le fasse, quoi. Ouais. Donc parce que sinon, évidemment, ça pourra pas tenir sur le long terme, et ce serait dommage parce que ça fonctionne. Donc là, je suis justement en train de chercher, créer des dossiers, voilà. Donc la partie qui est pas la plus éclatante, mais importante pour la pérennité. Après, tu le citais tout à l'heure, podcasts comme Legend, podcast vidéo, enfin les vidéos chaîne YouTube en l'occurrence, qui marchent très très bien. Et pour le coup, après ils sortent beaucoup d'épisodes. Et puis ils sont pas que sur des sujets. Non, ils sont pas que lourds. sur des sujets. Non, il y a un peu de tout effectivement. Il y a des entrepreneurs, c'est vraiment. Toute la société qui peuvent interviewer. Mais en fait, il peut y avoir une voix, mais effectivement, ça peut prendre du temps, mais les résultats sont quand même plutôt encourageants. Très encourageants. Tu parlais tout à l'heure peut-être de le passer en podcast aussi. Oui, ça c'est prévu. Audio, ça, on lance ça cette semaine. Enfin, cette semaine, je vais en mix pour en faire un podcast audio. Le format s'y prête. Donc, il faut enlever les extraits vidéo. Ouais. Pour ça. Et donc voir si ça colle juste avec le son ou pas. Donc il y a quand même un petit travail édito à faire avec ça. Mais oui, on lance ça. On espère pareil que ça va marcher, mais il n'y a pas de raison. Si la chaîne marche, peut-être que le podcast va marcher. On compte sur vous d'ailleurs. J'en profite. Non, mais bien sûr, je mettrai le lien. Merci. Je mettrai le lien de la Merci chaîne beaucoup. Et puis du podcast quand il sortira dans la newsletter. Tu parlais justement de ces petits extraits, etc. T'as le droit de passer ces extraits, il y a des passages sensibles. Entre l'algorithme de YouTube et les droits commerciaux, ça doit être un petit casse-tête. Alors, il y a la loi qui est que quand on utilise l'œuvre d'un auteur, on doit payer des droits. Ouais. Mais il y a une exception à cet article de loi. C'est le code de la propriété intellectuelle, si vous voulez savoir exactement. Une exception qui dit qu'il existe un droit de citation dans un contexte journalistique. Donc nous, on est dans un contexte journalistique, totalement. Mais c'est l'exception à la loi. Donc, moi, de toute façon, je vais pas aller attaquer les prods ou les chaînes de télé. Donc, ce que je fais, c'est que je contacte les productions et je leur dis, voilà, Press Room, on a reçu tel journaliste, est-ce que vous seriez d'accord qu'on puisse utiliser une partie de vos extraits? Jusque-là, ils sont tous d'accord, mais il s'avère que c'est aussi des prods que je connaissais. Ouais, ça doit aider un peu. Puis eux, c'est pas mal aussi parce que ça donne une visibilité à leur documentaire. Moi, je mets le lien. Ça peut donner une deuxième vie et Exactement. puis ça en parle des coulisses. C'est bénéfique pour tout le monde. Oui, c'est bénéfique pour tout le monde. Après, donc eux, leur boulot, c'est de me whitelister, donc de me mettre sur la liste blanche de YouTube. D'accord. Parce qu'en fait, tous les documentaires que vous voyez, ils sont ensuite donnés à des distributeurs par les productions. Ils vont avoir une deuxième vie, une monétisation, eux, sur YouTube. Ouais. Donc jusque-là, ça se passe bien. Ok. T'as pas été striké encore en disant. J'ai pas été striké parce que je la joue fair play. Hein. Ouais. L'idée c'est de pas de voler des extraits de documentaires, pas du tout. Donc pour l'instant les productions jouent le jeu, les chaînes aussi, mais à un moment donné, dès que j'aurai les moyens, effectivement l'idée ce serait de payer les droits, mais les droits c'est extrêmement cher. Oui. Les droits, ça peut aller 1500 € la minute. Donc moi, je dois mettre combien d'extraits ça dépend des épisodes. Hein. Je peux monter à 6-7 minutes. C'est ça, donc là... donc voilà, je sais pas, c'est vraiment la partie la plus sensible en fait. Ouais. Et c'est la partie sur laquelle je veux pas lâcher parce que je pense que c'est vraiment ce qui donne une dimension intéressante aussi au format. C'est que quand il parle d'une séquence, de la voir après. Regard, c'est hyper intéressant en fait. Ouais. Ça donne du rythme et puis on sait de quoi on parle et puis ça on permet rentre vraiment dans l'histoire. Ouais. On est avec lui. Ouais. Ça rend le truc plus présent. Donc ouais, ça c'est un petit peu la galère, mais pour l'instant ça se passe bien. Et ouais, si on doit un peu se projeter un peu dans le futur. T'as déjà parlé de 2-3 projets, mais où est-ce que tu vois Press Room dans 1 an ou dans 2 ans? Alors moi, j'aimerais bien
dès que je trouverai donc les financements, passer à un épisode par semaine déjà. Pourquoi pas avoir une multidiffusion sur une chaîne de télé en deuxième partie de soirée? Ça, c'est des choses, tu vois, je trouve qui ont du sens, et de toute façon, les chaînes voient bien maintenant aussi l'intérêt de travailler avec des créateurs de contenu, ce que tu deviens, une créatrice de contenu. Je pense que, et puis en plus avec ton réseau, ça devrait le faire. Il devrait y avoir des ponts. Oui. Ça a du sens, tu vois, quand même. Oui, ça a du sens. Et puis même, on peut même leur faire quelque chose un peu sur mesure. Enfin, c'est-à-dire avec format, c'est-à-dire que quand ils sortent un documentaire remarquable, il y a le documentaire et tout de suite après, il y a l'interview du journaliste par press room. Ça, c'est quelque chose qui pourrait se faire. Après, pourquoi pas, comme je vous le disais au début, faire quelque chose avec l'éducation nationale, parce que c'est quand même quelque chose qui me tient à cœur, moi. C'est aussi pédagogique. Ouais. Mais ça à voir. Là, c'est le chantier. Hein, ouais, non, mais c'est bien. Quelque chose que tu pourrais faire peut-être, c'est de faire des lives. Ça, c'est venir raconter. C'est quoi, alors en vrai? C'est-à-dire que moi, quand je suis en tournage, non, mais tu pourrais, au lieu de faire ça en plateau. Alors, ce serait pas évident, mais c'est de pouvoir, je sais pas, tu loues une salle de spectacle, un petit théâtre, et tu fais cette interview en live en diffusant aussi une partie du documentaire, ou le documentaire puis cette interview, etc. Et les gens pourraient acheter leur billet. Je me le note tout de suite, c'est une très bonne idée. Merci beaucoup. Je t'en prie. Alors, c'est quelque chose qui avait été fait, je pense, et je salue le travail d'Alix de Crécy qui avait fait Média Vivant à Marseille, notamment, pour raconter un petit peu des enquêtes, etc. Et je pense que le format s'y prête bien. Tu sais, ce côté, on a une date, on fait ça sur une scène, etc. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait fonctionner. C'est une idée. C'est une bonne idée. Il y a effectivement pas mal de choses, et le côté pédagogique dont tu parles peut évidemment être pas mal. Est-ce que tu as un invité rêvé? Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu adorerais avoir Alors là, aujourd'hui, j'adorerais avoir le journaliste italien qui a sorti l'affaire des safaris humains à Sarajevo. Ah oui, ça c'est le truc qui est sorti la semaine dernière. C'est sorti la semaine dernière, donc je reprends juste vite fait. Ce sont des touristes américains, français. Français aussi, il y a plein de nationalités britanniques, italiens, mais il y avait aussi des Français. Qui sont allés à Sarajevo pendant le siège. Donc je rappelle, Sarajevo, c'est une enclave qui était entourée de montagnes, et donc il y avait les snipers serbes qui tiraient sur les civils pendant la guerre. Et donc, il y a des gens qui sont en plus CSP+, des notaires, des avocats, des passionnés de chasse, qui ont payé jusqu'à $100,000 pour pouvoir aller tirer sur les gens. Et il fallait qu'ils payent 20 000 de plus pour avoir le droit de tirer sur des enfants. Donc, le journaliste qui a sorti ça, j'aimerais bien l'avoir. Alors après, il y a un double problème. Enfin, un problème surtout, c'est qu'il est italien et je ne parle pas italien. Mais on peut trouver des solutions d'avoir des journalistes étrangers, qui ont sorti des grosses. Alors sur la France, sincèrement, je pense que là déjà sur la première saison, j'ai quand même des gros poids lourds. J'ai l'affaire Pegasus, il y a Wagner. Il y a Patrick Chauvel aussi qui va venir, un photojournaliste légendaire qui a couvert toutes les guerres depuis le Vietnam. Je sais pas si vous avez une idée du nombre de guerres. Lui-même, il savait même plus. Je sais pas. Je donc, pas. Mais oui, l'idée, ce serait de faire venir des journalistes étrangers, effectivement, ce serait pas mal. Et puis ces sujets-là, en plus, on marque en plus l'imaginaire. Alors là, c'est très dans l'actualité. Idéalement, ce serait d'avoir suffisamment d'avance pour pouvoir sortir l'interview du journaliste qui correspond à l'actualité. Alors là, j'ai de la chance, par exemple, Jérôme Pierrat sur le grand banditisme, il est sorti la semaine dernière. Il parle beaucoup de Marseille, et c'est pile au moment où il y a eu ce drame à Marseille avec l'assassinat du j'oublie le prénom, mais le petit frère, effectivement. Le petit frère du jeune qui se bat contre le trafic de drogue. L'idée, ce serait d'être mieux calé, quoi. Plus de moyens, effectivement. C'est les moyens. Et c'est toujours pareil, il faut des moyens, des monteurs qui soient payés aujourd'hui, comme je vous dis, c'est mes potes. Donc, ils sont payés vraiment pas grand-chose parce qu'ils croient au projet, mais au bout d'un moment, ce sera pas tenable pour personne, quoi. C'est entre guillemets le problème des médias, etc. Enfin, c'est compliqué à monétiser. Mais je veux garder mon indépendance en plus. Je veux pas avoir quelqu'un qui me dit ce journaliste, non, ce thème-là on veut, celui-là on veut pas, etc. Ça c'est mort. Donc non, voilà. Là pour le moment tu fais effectivement les choses bien, et puis développer après les audiences sur YouTube, sur d'autres plateformes, peut-être faire des lives, etc. Bref, il y a encore beaucoup de choses, à faire. Non, mais je suis à fond. Exactement. Quel message tu aimerais adresser aux futurs journalistes qui nous écoutent? On sait qu'il y a des étudiants aussi qui écoutent. Écoutez, c'est un métier extraordinaire.
qui devient vraiment difficile. Donc, d'une part, comme on en a déjà parlé, par rapport à la défiance qu'on vit, mais c'est un métier essentiel à la démocratie, comme je l'ai dit aussi. Après, c'est vrai que journaliste sur quel média, ça c'est compliqué parce que la presse écrite n'a plus de moyens depuis très longtemps. La télé, c'est vraiment en train de se casser la figure. Mais il y a certainement d'autres formes à tourner, mais c'est vraiment un métier extraordinaire, hein. Ouais. C'est un métier qui est extrêmement riche. Il y a aucun jour qui se ressemble. Ça demande beaucoup de compétences. Il faut la rigueur de l'enquête. Il faut avoir le contact humain aussi. C'est très important d'avoir un bon rapport avec les gens si vous voulez qu'ils vous racontent et qu'ils vous fassent confiance. Il y a le côté technique, le montage aussi, grosse rigueur. Mais c'est un métier extraordinaire. Sincèrement, c'est certainement un des plus beaux métiers du monde. Et puis il y a l'aventure. Et il y a le côté aventure aussi. Oui, parce que là, l'aventure. Tu vas en plus en chercher qui ont des belles payé aventures. Pour partir, prendre un avion, faire le tour des États-Unis pendant 3 semaines pour aller récolter des informations et le témoignage de gens qui ont vécu des choses fortes, dures, intéressantes. Là, vous avez l'impression dans l'avion d'être le roi du monde. Hein. Ouais. Bon, ça donne envie quand même, ça. Et pourtant, c'est un des métiers les plus détestés. Il y a quand même un côté paradoxal. Ouais. Donc, Press Room, en tout cas, va peut-être servir à faire ce pont, à recoller les morceaux à ton échelle. En tout cas, c'est une belle initiative. Merci. Dernière question de l'épisode qui est un peu le gimmick du podcast. Est-ce que tu as un truc cool à nous recommander, Esther? Un truc cool de ce que tu veux, qui a potentiellement aucun rapport. Ah, aucun rapport? Faites du sport. Voilà, mais c'est très cool faire du sport. Tu me disais que tu courais, hein, toi. Ouais, moi je cours. Je sais pas comment font les gens qui font pas de sport pour survivre dans les grandes villes, avec la pression qu'on a, avec les informations qui sont pas toujours cool, etc. Courez, allez nager, faites quelque chose pour évacuer, sinon vous allez péter les plombs, quoi. Ouais, je suis assez d'accord. Je partage. Donc ça n'a rien à voir, hein. Non, mais t'as raison. Tu m'as dit ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, mais c'est très bien. Donc faites du sport. Et voilà, allez regarder Press Room et puis vous pourrez écouter bientôt le podcast Press Room en courant. Donc voilà, ça c'est le bon conseil. Merci beaucoup Esther, bravo pour ce beau projet Press Room. Donc sur chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller vous abonner et cliquer la cloche. Il faut que tu le dises maintenant, pour avoir les notifications. Et puis à retrouver aussi sur les réseaux sociaux où tu mets des petits extraits, des petits shorts, des petits shorts pour donner un petit peu envie. Suivez tout ça sur les réseaux. Voilà, ça doit permettre de donner un bon éclairage quand même à ce métier de journaliste reporter et je trouve que c'était utile. Merci encore. Merci. Et merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à bientôt. Salut. Voilà, c'est fini pour cet épisode de Mediarama. J'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker. Alors 5 étoiles au minimum, hein, bien sûr, et à le partager partout. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa, contactez-moi par mail françois@justcosa.com, François sans cédille, @justcosa.com, ça s'écrit JUSTCOSA.com ou par LinkedIn, tout simplement. Je réponds toujours avec plaisir à tous vos messages. Merci et à bientôt.